Déclaration du Dr Rainer Füllmich sur l'état de la procédure pénale devant le tribunal régional de Göttingen. Je publie maintenant 4 déclarations écrites qui traitent des 4 questions centrales de la procédure engagée contre moi. J'ai déjà résumé oralement chacune de ces affirmations en quelques phrases. Je les publie afin que quiconque souhaite savoir exactement ce qui se passe puisse en connaître les détails et aussi contrer ceux qui travaillent avec de fausses informations et, si nécessaire, remettre simplement la déclaration écrite. Déclaration 1. L'enlèvement déguisé en expulsion simulée en utilisant l'ordre d'expulsion des autorités mexicaines des migrations, qui figure même dans le dossier mais n'a pas été traduit en allemand en raison d'irrégularités de procédure. J'explique ici que le seul motif d'expulsion qui y est mentionné, 144 de la loi mexicaine sur l'immigration, ne s'applique manifestement pas. En effet, l'article 144 est le seul motif d'expulsion du Mexique, mais aucune des 6 possibilités d'expulsion qui y sont énumérées ne s'applique. Ma femme et moi ne sommes ni entrés dans le pays avec de faux documents. Nous ne sommes pas non plus entrés illégalement dans le pays après une expulsion précédente, nous n'avons pas non plus été reconnus coupables d'un crime mettant en danger la sécurité nationale et nous ne faisons pas non plus l'objet d'une enquête pour un tel crime. Cela signifie que ma femme et moi étions dans le pays en toute légalité. Nous n'y avons commis aucune infraction pénale non plus. Le reste du dossier prouve ce que le dossier confirme, à savoir que les services allemands, notamment le BKA et le LKA de Basse-Saxe, en collaboration avec le parquet de Göttingen, qui étaient liés par des instructions contrôlées, ont demandé aux autorités migratoires du Mexique pour simuler une expulsion afin que je puisse être enlevé au Mexique puis arrêté à l'aéroport de Francfort. Les services et le parquet auraient pu et dû demander mon extradition afin de pouvoir m'arrêter légalement au Mexique, comme ils l'ont eux-mêmes confirmé par email. Mais comme je n'ai été accusé que d'un seul délit, parce qu'il n'était évidemment pas possible d'en assembler davantage, on peut se demander si cela aurait été suffisant. Mais surtout, mes avocats et moi aurions été entendus par les autorités mexicaines dans le cadre d'une procédure d'extradition. Et cela aurait révélé au Mexique ce qui est maintenant ressorti du procès en Allemagne, mais que le tribunal tente de dissimuler, à savoir que les accusations portées par le ministère public étaient toutes fausses et fabriquées de toutes pièces. Il serait notamment apparu que l'ensemble de l'opération était contrôlé par l'Office fédéral de la protection de la Constitution, comme le montre également le dossier. L'extradition n'aurait alors jamais eu lieu et les services et autorités allemands auraient été internationalement déshonorés, comme c'est le cas aujourd'hui à travers ces publications internationales. Déclaration 2. Une audience complète et dans les délais est la condition préalable centrale pour la déclaration 4. Liberté d'opinion, d'expression et d'information dans le cadre d'un procès équitable. Combattre pour la justice. J'explique ici que le parquet a délibérément refusé de m'accorder la justice. Avec cette déclaration, je précise que l'affirmation du président selon laquelle nous n'aurons pas d'audience depuis plus d'1 an et 3 mois sur instruction des services, mais que nous sommes autorisés à nous défendre avec des mots durs, y compris des accusations d'entrave à la justice, a été constamment écrite et verbale, téléphone, contact avec les plaignants contre le tribunal et le ministère public, est erronée conformément à la jurisprudence constante de la Cour suprême. Je n'ai eu droit à une audience judiciaire qu'1 mois après la rédaction de l'acte d'accusation et 3 mois après mon enlèvement au Mexique et mon emprisonnement en Allemagne bien trop tard. Cependant, comme c'est précisément au moment où l'État et les tribunaux eux-mêmes ont créé une enquête houleuse, les dossiers étaient et sont incomplets, je n'ai pas eu l'occasion de mettre en lumière correctement, ici, enlèvement, déni du droit d'être entendu, refus preuve, simulant un commentaire sur les accusations à ce jour. Toutes les notes d'au moins 80 conversations téléphoniques délictuelles, échangeant des faits afin d'atteindre un verdict contre moi sans audience et divers documents pertinents à la décision sont retenus. Les faits nouveaux, l'accusé et ses avocats doivent pouvoir se défendre avec des mots clairs et sans ambiguïté. Pour cette jurisprudence, je me réfère à nos propres procédures de masse. Le ministère public dissimule donc des informations importantes et décisives, tout comme contre les banques frauduleuses et les juges corrompus, comme cela s'est produit au cours des dernières années. Les tribunaux allemands l'ont fait dans le cadre de la procédure pénale contre l'acteur américain Alec Baldwin, qui ont conduit pendant 26 ans et ont été accompagnés par les grands médias. En effet, ce rejet immédiat et définitif des accusations portées contre Alec Baldwin dans le cadre de litiges juridiques dans l'État du Nouveau-Mexique constitue la base d'options de défense très ambitieuses dans le cadre constitutionnel des États-Unis. Au vu du dossier et du comportement global du ministère public, la lutte pour la justice protégée, que la jurisprudence de la Cour suprême accorde aux parties impliquées ainsi qu'aux relations extrêmement étroites en coopération avec les plaignants,
on peut supposer qu'il s'agit d'un procès, mais en particulier d'un accusé dans un procès pénal. Les instructions des services et le vol de l'argent de la vente de ma propriété, qui était destiné à être remboursé au comité Corona, ont été discutés et que l'ensemble au cours de ces litiges juridiques, il est apparu des années plus tard et a été signalé des années plus tard, cet élément n'avait donc pas trouvé sa place dans les dossiers. Non seulement par les médias mais aussi par les acteurs les plus importants, la revue juridique allemande NJW a révélé que les plus hauts juges de la Cour fédérale de justice avaient secrètement conclu des accords avec des représentants des banques au détriment de nos clients en échange d'un paiement. Déclaration 3, violation de la loi par l'échange arbitraire de faits et le déni du droit d'être entendu. Introduction. À mon avis, le comportement du président du tribunal et du procureur John, ainsi que des autres procureurs impliqués, Recha et Dr Kutzner, constitue l'infraction pénale de entrave à la justice en vertu de l'article 339 du Code pénal allemand, 5 Parce que le 17 mai 2024, le juge-président Schindler a rendu une soi-disant ordonnance de procédure au 5 après que les faits reprochés se soient révélés mensongers par les plaignants, la procédure contre moi grande chambre pénale du tribunal régional de Göttingen. Composée de 5 juges, 3 auraient dû être abandonnés et j'aurais dû être acquitté et libéré immédiatement. Juge professionnel et 2 juges ou évaluateurs non professionnels. Il s'agissait de sa première affaire ouverte, mais au lieu de cela, le juge-président a remplacé les faits accusés en mai 2024 par de nouveaux faits qui constituaient une tentative inconstitutionnelle de saper notre travail de défense. Cela a été fait avec un mélange évidemment tout aussi faussement inventé, cette fois par le président du tribunal lui-même. Le refus, jusqu'à présent de tentatives d'intimidation à peine dissimulées, d'allégations délibérément fausses et pour le moins condescendantes, a déclaré le refus d'entendre les témoins cités par nous pour réfuter les faits inventés, les déclarations à la défense et au public, qu'il estime incapable de comprendre ce qui rivalise avec le entrave à la justice. En outre, le président du tribunal, comme il vient de le déclarer au cours de cette procédure, une ordonnance du 12 juillet 2024, mais comme nous l'avons également expliqué en détail lors de l'audience, il sait désormais également que le ministère public m'a fait kidnapper au Mexique et a simulé un faux. Il a également affirmé, sans fournir aucune preuve, que la défense avait influencé la déportation publique. Il savait également que mon droit d'être entendu m'avait été refusé et que le ministère public lui avait refusé une décision de telle sorte qu'il recevait des appels téléphoniques et des courriels pour tenter d'influencer les preuves. S'il poursuit la prise de décision du tribunal maintenant et les autres membres du tribunal sont d'accord avec cela, ils sont tous coupables, surtout le ministère public, bien sûr, d'entrave à la justice, un délit passible d'au moins une peine. Il semble impossible que des appels de l'extérieur parviennent à le président du tout. S'il y a 1 an d'emprisonnement, afin de me mettre derrière les barreaux pour un faux délit. S'il existe de tels courriels ou, comme le prétend le président, même des menaces anonymes, il faut déterminer qui les a envoyés. Un comportement similaire a depuis été signalé par les plaignants. De toute évidence, le tribunal et le ministère public, tenus par des instructions, font désormais tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher que les faits réels de l'affaire ne soient connus. Cela a culminé le 31 juillet 2024 lorsque le président du tribunal, en violation du principe constitutionnel de l'oralité et du principe de publicité, a ordonné que la procédure se déroule essentiellement par écrit, c'est-à-dire sans que le public présent puisse voir et entendre davantage que la remise de papier. Et ce, sans que l'accusé lui-même puisse reconnaître quelles sont les demandes formulées par ses avocats. Inévitablement, il n'en est informé qu'après coup. En particulier, il n'a pas permis à l'avocat de Viviane Fischer, Grossenbach, de s'exprimer, ni aux avocats de la défense de lire les requêtes et leurs motifs que l'avocat Grossenbach avait présentés pour Viviane Fischer. À mon avis, lui et le tribunal ont finalement franchi la limite de la violation de la loi. À mon avis, l'objectif du Bureau de la protection de la Constitution semblait être la destruction du comité Corona et le vol des dons du comité Corona. Viviane Fischer s'en est peut-être aussi rendu compte entre-temps. Puisque nous n'avons jamais convenu autrement, je m'attends à ce que Viviane Fischer témoignerait que, contrairement à l'invention du tribunal, il n'y avait aucun accord entre elle et le défendeur selon lequel les contrats de prêt n'étaient que de simples transactions fictives sans effet contraignant afin de dissimuler des contrats de fiducie prétendument conclus pour détenir les dons sur un autre compte. Parce que l'entreprise pour laquelle les plaignants Antonia Fischer et Justu Hoffmann affirment que leur action n'a jamais existé et n'a jamais détenu aucun actif,
que les plaignants Antonia Fischer et Justu Hoffmann n'ont pu subir aucune perte financière à aucun moment et que l'accusé doit donc être acquitté. Comme Viviane Fischer et son avocat Grossenbach argumentaient à juste titre. À la fin de cette introduction, je ferai un exposé oral résumant les 4 points centraux qui justifient le soupçon d'entrave à la justice individuellement, mais plus encore dans leur intégralité. Afin de n'ennuyer personne, mais de donner à toute personne intéressée la possibilité de prendre connaissance des détails et ainsi, le cas échéant, de pouvoir contrer les fausses allégations circulant dans les services, nous publions les détails par écrit en allemand et anglais. Nous comptons sur l'aide de nos partisans pour la traduction anglaise car je dois me concentrer sur ma défense devant le tribunal. Avant de résumer verbalement les déclarations, permettez-moi de faire un commentaire supplémentaire. Bien sûr, certaines des parties au procès ont étudié le droit, comme l'a fait remarquer le président du tribunal avec condescendance et mépris. Cela est également facilement reconnaissable chez certaines des personnes impliquées dans le procès. Mais je ne sais plus à qui cela s'applique réellement. Quoi qu'il en soit, j'affirme que j'ai étudié le droit non seulement en Allemagne mais aussi aux USA et que j'ai aussi à enseigner le droit dans diverses universités en Allemagne et à l'étranger. J'ai un véritable, c'est-à-dire doctorat non plagié en Allemagne et un LLM. C'est-à-dire un master en droit, aux USA. J'ai également réussi l'examen du barreau de 3 jours en Californie en 1993. J'ai plus de 30 ans d'expérience en tant que plaideur en Allemagne et aux États-Unis, travaillant presque exclusivement dans le domaine de la protection des consommateurs et de la protection des petites et moyennes entreprises contre les sociétés internationales invariablement frauduleuses. Dans le cadre de ces travaux, j'ai été impliqué dans 2 recours collectifs. Plus récemment, il s'agissait d'un recours collectif en cours dans le sud de la Californie contre Deutsche Bank en 2017. Action d'une valeur contestée de 85 milliards de dollars. J'ai travaillé pro bono, c'est-à-dire sans demander ni recevoir d'argent, en informant le tribunal par le biais d'un mémoire d'Amicus Curiae que la Deutsche Bank non seulement viole par négligence la loi applicable, mais le fait intentionnellement. Par exemple en commettant systématiquement des fraudes judiciaires devant les tribunaux allemands afin de gagner des procès en montant. 2 ou 3 semaines après mon exposé et après en avoir fait rapport à l'Assemblée générale annuelle de la Deutsche Bank devant l'ensemble de la direction, le conseil d'administration, l'ensemble du conseil de surveillance et des milliers d'actionnaires, Deutsche Bank ont soudainement conclu des conditions qui n'ont pas encore été rendues publiques. Je me demande pourquoi. En outre, je peux également consulter un certain nombre de publications juridiques dans des publications allemandes et étrangères. Mais j'ai également une expérience de vie non juridique en tant que soldat et banquier dans le secteur des clients entreprises de la Deutsche Bank à Tokyo. Tout cela ressort clairement de mon curriculum vitae, 6 juin, mais aussi, en ce qui concerne mon travail d'avocat, de nombreux reportages TV et presse. Le curriculum vitae est publié ici. En bref, dans ce contexte, il devrait au moins y avoir une présomption factuelle selon laquelle j'ai plus que de simples connaissances juridiques, stupides. On peut toutefois se demander dans quelle mesure une telle présomption s'applique également aux autres parties impliquées dans la procédure. Pour conclure ces propos introductifs, je voudrais me permettre de faire référence à la référence du président Schindler au délit d'entrave à la justice, dont je reviendrai plus en détail plus loin. Cette infraction peut également être commise par des procureurs publics et des auditeurs non professionnels. Et une tentative punissable d'entrave à la justice peut également exister si, et je cite le para. 21 du commentaire en ligne bec sur le code pénal de Henschel & Egg, Kudlich, 60e édition, du 01. 02.2024 Un membre d'un tribunal collégial, à savoir Monsieur Schindler, tente en vain de persuader d'autres membres du tribunal collégial de commettre un acte d'entrave à la justice. Cependant, s'ils s'y joignent, la tentative devient alors une violation flagrante de la loi pour le juge à l'origine de cette tentative et tous les juges participants sont coupables de violation flagrante de la loi. Encore une chose, comme le disent Columbo et Steve Jobs avaient l'habitude de dire, la violation flagrante de la loi revêt ici une importance internationale à plusieurs égards. Parce que cette action mise en scène vise à empêcher mon travail international. Et, j'ai été enlevé au Mexique, c'est-à-dire de l'étranger, comme je l'expliquerai dans un instant. Compte tenu du fait que l'enlèvement était documenté de manière irréfutable dans les dossiers, un tribunal international, à savoir les tribunaux de droit commun, est intervenu dans l'Angleterre a non seulement ordonné ma libération immédiate en raison de l'incompétence du tribunal allemand résultant de l'enlèvement, mais elle a également accordé des dommages-intérêts en ma faveur. C'est la preuve que la justice,
lorsqu'elle est pervertie par les tribunaux systémiques, est aussi et peut-être seulement possible en dehors du système judiciaire, si les gens le veulent ainsi. Il n'est pas surprenant que le président Schindler qualifie le tribunal de « tribunal autoproclamé ». Or, ce tribunal est un véritable tribunal de droit commun, qui applique la véritable common law originelle, c'est-à-dire la loi naturelle, exactement la même que celle qui a été appliquée aux auteurs des procès de Nuremberg après l'effondrement du Troisième Reich. Était-ce également un tribunal autoproclamé? La justice prévaudra simplement sur la base des faits véritables mis en lumière, et sans un charabia obscurcissant la vision du bien et du mal. Et le bien et le mal, et également sans que les règles de procédure soient utilisées à mauvais escient pour simplement obscurcir les faits réels. Chacun devra payer le prix de ce qu'il a fait. Le montant du prix dépend uniquement de ce que les auteurs ont fait et de ce qu'ils continuent de faire jusqu'au jour du jugement. Parce que la justice est ce que les gens reconnaissent, pas ce que construit le système corrompu. L'enlèvement ordonné par les autorités allemandes sous le contrôle de l'Office pour la protection de la Constitution et la dissimulation de l'enlèvement au moyen d'une expulsion simulée, l'affirmation du président selon laquelle il n'y a eu aucun enlèvement, mais simplement une expulsion, est une affirmation contre son meilleur jugement. C'est-à-dire un mensonge délibéré. Une fausse affirmation involontaire peut ici être exclue car ce lien entre l'enlèvement et l'expulsion ressort clairement du dossier lui-même. Si la police mexicaine avait voulu m'arrêter Mexique, j'aurais alors dû commettre un crime, une infraction pénale au Mexique ou une violation de la loi mexicaine sur l'immigration, ce qui n'est incontestablement pas le cas. Parce que le BKA, en collaboration avec les Allemands, le Bureau pour la protection de la Constitution, agissant par l'intermédiaire de l'officier Götz Knobloch au Mexique, et de l'officier du BKA Monica Vasquez, a écrit un email le 24 août 2023, selon la feuille 131 du dossier principal, tome 3. L'arrestation de la personne recherchée au Mexique n'est possible que sur la base d'un document national mandat d'arrêt, mexicain. Mais cela n'existait pas, et il ne pouvait pas y en avoir, étant donné l'absence d'infraction commise par moi au Mexique ou contre un citoyen mexicain et l'absence de violation de la loi mexicaine sur l'immigration. Cependant, il aurait théoriquement été possible de demander mon extradition via la justice mexicaine sur la base du mandat d'arrêt allemand. C'est exactement ce qui est arrivé au BKA, car Knobloch du BKA a écrit dans la phrase suivante du même email, « Si nécessaire, il est logique de préparer déjà les documents d'extradition nécessaires en Allemagne. » Mais cela se serait immédiatement retourné contre les services secrets allemands et la justice allemande, et au Mexique, c'est-à-dire au niveau international. Parce que, premièrement, il serait apparu à ce moment-là, dans le cadre de ma déclaration sur la demande d'extradition, que le mandat d'arrêt était sans fondement, car le pilier de soutien était l'affirmation, fausse, selon laquelle moi, en tant que directeur général de la société, n'étais pas autorisé à agir en qualité d'administrateur unique. En vérité, j'étais, comme tous les autres actionnaires et contrairement aux allégations des plaignants, autorisé à agir en tant que directeur général unique. Il se serait donc avéré lors de la procédure d'extradition au Mexique que les plaignants avaient menti dans leur plainte pénale. Deuxièmement, il serait apparu que le procureur John, qui avait demandé le mandat d'arrêt illégal, n'avait mené aucune enquête, mais avait aveuglément et volontairement coopéré avec les plaignants et avait même expressément refusé d'enquêter sur mes 3 avocats. Il se serait également avéré que les plaignants, comme le tribunal l'a désormais reconnu, j'avais utilisé mon prix d'achat pour mon bien immobilier à Göttingen, ce qui servait entre autres à rembourser le prêt, et éventuellement par voie frauduleuse, ou du moins sans fondement juridique. Surtout, il serait déjà ressorti que le procureur John était au courant de tout depuis le début et a été continuellement informé par les plaignants, mais il n'a rien fait, restant même absolument inactif face à notre plainte pénale de décembre 2023 jusqu'à ce jour pour entrave à la justice en exercice. Rien de tout cela n'a été laissé au grand jour, car sinon le comportement du procureur général John, de l'Office fédéral de la police criminelle et du tribunal inférieur la police criminelle de l'État de Saxe, qui travaillait très certainement pour le Bureau de protection de la Constitution, aurait été dénoncé lors de la procédure d'extradition au Mexique. D'où pouvons-nous avoir la certitude que l'Office pour la protection de la Constitution contrôle tout dans cette procédure à mon encontre? Juste du dossier? Non, le dossier lui-même le prouve. Il contient la lettre datée du 15 février 2022 de la CRF, Unité de renseignement financier, qui fait partie de la Direction générale des douanes, avec laquelle l'Office pour la protection de la Constitution a tenté de prendre des mesures contre moi, mais a ensuite échoué à cause du procureur général honnête et respectueux des lois, Rénick.
qui a fait ranger les dossiers en juin 2022 en raison d'un manque d'activité criminelle. Cette lettre a été rédigée par un certain monsieur Schmelter de la CRF, qui fait partie de la Direction Générale des Douanes, et envoyée au bas bureau de police criminelle de l'État de Saxe. Il est intitulé « Pertinence pour la sécurité de l'État ». État j'aime. Schmelter prétend être un employé de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution. Sécurité de l'État explicitement. À la page 17, il écrit au LKA de Basse-Saxe, pour votre information, je vous informe que le rapport d'analyse, cette capture d'écran, a été transmis à l'Office fédéral de la protection des personnes. La Constitution. La phrase suivante prouve que cela était tenu secret, même vis-à-vis des autres autorités allemandes, d'autres organismes publics nationaux, je n'ai pas encore été informé. Cependant, comme indiqué précédemment, cette première tentative de l'Office pour la protection de la Constitution d'engager une procédure pénale contre moi a échoué grâce au procureur général Rennick. Ainsi, 2 mois et demi plus tard, les 3 procureurs berlinois connus d'un autre Wehmann, dont je ne citerai pas le nom ici, sont entrés en action. Ont déposé leur version d'une plainte pénale le 2 septembre 2022 et le procureur John a été muté de Hanovre à Göttingen pour que le procureur général Rennick ne puisse pas arrêter leur absurdité, celle des 3 avocats berlinois. Avec un coup aussi direct, le système judiciaire de Göttingen et le procureur général John, qui venait d'être transféré de Hanovre à Göttingen, auraient été tellement réduits à une marionnette docile, semblable à la Stasi, que même les grands médias n'auraient plus pu ignorer. Comme tout cela aurait été révélé lors de mon audition dans le cadre de la procédure d'extradition. Rappelons que Göttingen est décrite dans un article du New York Times comme le « cœur des ténèbres » en matière de liberté d'expression. Parce qu'à Göttingen, il y avait et il y a une unité de police spéciale qui opère sous couverture sur Internet comme s'il s'agissait d'extrémistes de droite ou Reichsbürger afin d'amener les autres à s'exprimer de la même manière, afin que vous ayez enfin un faux ennemi à poursuivre. J'en ai parlé dans la vidéo ici sur la psychologie et la psychopathie de la endémie. C'est précisément pour cela que les acteurs ont procédé à un enlèvement et ont tenté de le dissimuler en prétendant qu'il s'agissait d'une déportation. Bien entendu, il n'y a pas eu de véritable déportation. Ceci est également clairement documenté dans le dossier. Car à la page 141 du dossier principal, l'État l'Office de police criminelle de Basse-Saxe, qui dépend de l'Office pour la protection de la Constitution, écrit le 1er janvier par l'intermédiaire de Lars Rogatz. Septembre 2023 avec le BKA en copie au procureur John, le plan actuel est d'attirer Rainer Fulmich au consulat sous le fait qu'il doit encore corriger et signaturer son passeport et ensuite le faire arrêter par les autorités migratoires. Les mots au prétexte gay leur prouvent sans aucun doute que nous, ma femme et moi, devions être délibérément trompés en raison de prétendus problèmes de passeport visa immigration, qui n'existaient pas en réalité. Afin d'être arrêté provisoirement et pouvoir m'expulser vers l'Allemagne en contournant la procédure d'extradition, tout aurait été révélé lors de mon audience. Tout cela a été planifié par Götz Knobloch, comme Lars Rogatz, du LKA de Basse-Saxe, a informé le procureur John dans un courrier électronique du 4 octobre 2023, page 152 du dossier, Monsieur Knobloch a tout prévu et je suis convaincu que tout se passera bien. Parce que, comme Knobloch l'a annoncé le même jour, l'arrestation des accusés à l'aéroport de Tijuana aurait lieu en concertation avec les autorités chargées des migrations. Quelques jours plus tôt, Knobloch avait persuadé les autorités migratoires mexicaines simulent une expulsion avec l'aide d'un Mexicain Monica Vasquez, responsable du BKA. Le 21 septembre 2023, page 149, Knobloch écrivait « L'autorité chargée des migrations ne pose donc pas de problème. » En d'autres termes, ma femme et moi avons été attirés à Tijuana par le consul honoraire de cette ville, qui à son tour avait été mis sous pression par l'ambassade d'Allemagne à Mexico, sans aucune base légale. En fait, il n'y a eu aucun problème de visa ou de migration. C'est précisément pour cette raison que moi seul, et non ma femme, j'ai été emmené en Allemagne par 2 agents des migrations et que cette fausse expulsion n'a pas été payée par le Mexique, mais par les clients, à savoir l'Allemagne. Même si nous avions tous les deux des problèmes de passeport et que nous devions donc tous les deux ont été expulsés. Cependant, ma femme a pu retourner auprès de nos chiens le lendemain. J'ai même pu téléphoner au consul Carlos Anquerlin à Tijuana, car tout cela paraissait complètement étrange aux responsables des migrations. Et il m'a expliqué, et apparemment aussi aux officiels, en espagnol, qu'il y avait un acte criminel ici, mais qu'il ne pouvait pas y échapper. Le chef de l'autorité m'a alors dit, les yeux écarquillés,
qu'il ne savait pas ce qui se passait, mais qu'il ne pouvait malheureusement rien faire. Mais il m'a souhaité tout le meilleur. Entre-temps, le consul Carlos Ancarlin s'est également excusé auprès de ma femme. En bref, les autorités migratoires, ou plutôt leurs dirigeants, mis sous pression par les autorités allemandes, se sont pliés pression allemande. Sans pression allemande, rien ne serait arrivé. Cela ressort une fois de plus clairement de la phrase prononcée par Knobloch, responsable du BKA, au procureur général John, à la page 159 du dossier principal, volume 3, donc les autorités chargées des migrations ne posent pas de problème. Pourquoi l'autorité mexicaine des migrations, qui procède à une expulsion dans son propre intérêt mexicain en raison d'un cas de migration, posait un problème à une autorité allemande? Parce qu'il n'y avait pas de dossier de migration, mais qu'il a fallu en construire un à la demande des autorités allemandes afin d'éviter que toute la vérité ne soit révélée au cours de la procédure d'extradition. Les autorités migratoires mexicaines n'ont pas posé de problème à cet égard, les autorités allemandes ont voulu déguiser l'enlèvement en une affaire de migration. La preuve définitive qu'il n'y a eu que des problèmes de faux passeports et qu'une expulsion simulée se trouve dans l'ordre d'expulsion, qui n'est certainement pas par hasard uniquement en espagnol sur la feuille 33 du tome 2 du dossier, à laquelle le juge-président Schindler n'a fait que faire référence. Brièvement d'une manière anxieuse rapide, espérant apparemment que personne ne l'examinerait de plus près ni même ne le traduirait. En effet, l'autorité nationale mexicaine des migrations écrit que mon expulsion est effectuée conformément à l'article 144 du Code de migration. Loi, mais sans expliquer laquelle des dispositions constitue la base de l'expulsion. L'article 144 est le seul légal pour les expulsions du Mexique par les autorités migratoires. Cet article 144 stipule qu'un étranger doit être expulsé du territoire national s'il peut être prouvé que il entre dans le pays sans les documents requis via un lieu qui n'est pas autorisé au transit international de personnes conformément à l'AL. 1. Ce paragraphe n'est pas donné, parce que ma femme et j'ai voyagé normalement avec des passeports allemands valides et j'ai reçu des visas d'entrée. Selon le paragraphe 2, l'expulsion est possible si une personne rentre dans le pays sans autorisation après avoir été expulsée. Cette option ne nous est évidemment pas non plus accessible. Le paragraphe 3 ordonne l'expulsion si quelqu'un prétend être mexicain alors qu'il ne l'est pas. Cette variante ne s'applique pas non plus à notre cas. Le paragraphe 4 ordonne l'expulsion si une personne met en danger la sécurité nationale ou publique en raison d'une condamnation antérieure au Mexique ou à l'étranger. Ma femme et moi n'en sommes même pas proches. Le paragraphe 5 ordonne l'expulsion si un étranger fait de fausses déclarations ou présente de faux documents ou présente des documents authentiques qu'il a obtenus frauduleusement. Ce n'est pas non plus le cas dans notre cas. Para. 6 ordonne l'expulsion si une personne ne se conforme pas à un ordre émis par l'autorité des migrations de quitter le territoire national. Ce n'est pas non plus le cas ici. Il n'y a donc aucun doute égal 0, nada sur le fait qu'il n'y avait aucun fondement pour une expulsion et que l'arrêté d'expulsion avait pour seul but de tromper formellement les autorités sur le fait qu'il n'y avait aucun fondement pour une expulsion. En d'autres termes, à la demande des autorités allemandes, il s'agissait uniquement de créer la fausse impression qu'une expulsion avait eu lieu, alors qu'en réalité un enlèvement a eu lieu sans aucune base légale. Tout le monde espérait que personne ne vérifierait jamais le motif d'une expulsion, à savoir l'article 144 de la loi sur les migrations, comme cela s'est produit aujourd'hui, pour que tout soit ouvert. En dehors de cela, le véritable ordre d'expulsion aurait été exécuté en me mettant seul dans l'avion à l'aéroport international de Mexico. Mais ici, j'étais accompagné de 2 responsables mexicains. Et l'un d'eux, qui parlait assez bien anglais, m'a expliqué que tout cela serait organisé et payé par les autorités allemandes, y compris les 2 vols des officiers censés me garder. Ce qui est totalement impossible dans le cas d'une véritable expulsion ordonnée par les autorités mexicaines. Supplémentaire, les archives des documents de la Stasi contiennent un lexique avec les explications suivantes du terme abduction, enlèvement. C'est-à-dire l'enlèvement au sens du droit pénal était un élément élémentaire de la stratégie et de la tactique de la police secrète de la RDA jusque dans les années 1970. https://www.bundesarchiv.de/im-recherchirant/tiré-archive-mfs/mfs-lexicon/ditel/enfurin/ et dans le dictionnaire des travaux politico-opératifs élaboré par la faculté de droit du ministère de la Sécurité de l'État en 1969. Le délit d'enlèvement est interprété comme une forme de crime terroriste comme suit.
il s'agit du déplacement de personnes contre leur volonté en utilisant des moyens spécifiques. Moyens et méthodes, menaces de violence, tromperie, narcotisation, substances intoxicantes et autres, de leur lieu de résidence d'origine vers d'autres lieux, États et territoires. https://www.bundesarchiv.de/im-recherchirance/stasi-recherchirance/MFS auditez-le en furin, même sans inclure ces informations, quoique révélatrices, de la Stasi dans l'évaluation de la présidence. Selon le juge Schindler, il ne fait aucun doute que son affirmation selon laquelle une simple expulsion aurait été effectuée par les autorités mexicaines est un mensonge pur et simple, compte tenu du contenu du dossier et de l'ordre d'expulsion évoqué par Schindler, afin de tromper le public. Sur ce qui est par ailleurs évident, le procureur John, qui avait été spécialement transféré de Hanovre à Göttingen, a organisé mon enlèvement au Mexique en coopération avec les services qui le contrôlaient. L'un des professeurs allemands de droit pénal les plus respectés, le prof. Dr H.C. Multi. Bernd Schunmann a commenté ce problème dans un long essai intitulé « Délit substantiel vérification et enlèvement en violation du droit international en tant qu'engins explosifs d'État-nation dans le trafic d'extradition internationale dans la revue Goldhammer Archiv für Strafrecht ». 1. À la page 237, il déclare « Il va sans dire que la détention déclenchée par un enlèvement est une privation de liberté qui viole le droit fondamental garanti par l'article 2, phrase 2 de la loi fondamentale. 2. Il déclare ensuite sur la même page, même en vertu du droit général de la responsabilité de l'État, une ingérence illégale dans les droits fondamentaux déclenche une action en réparation des conséquences. 3. À la page 229, il explique, il est également généralement reconnu que l'enlèvement d'un accusé organisé par les autorités chargées de l'application des lois d'un État, ici, Göttingen Public Bureau du procureur, en coopération avec le Bureau pour la protection de la Constitution. Le tribunal inférieur, l'Office fédéral de la police criminelle de l'État de Saxe et l'Office fédéral de la police criminelle, constitue une infraction au droit international qui oblige l'enlèvement, ici, l'Allemagne, de restituer la personne enlevée à la demande de l'État lésé, ici, le Mexique. Mais que se passerait-il si l'État lésé, que ce soit pour des raisons politiques, ici, sa propre implication dans l'enlèvement à la demande de les autorités allemandes, ne fait pas valoir sa demande de restitution? Ensuite, selon Schunmann, un moyen efficace d'éliminer cette tâche sur le tableau de la relation d'entraide judiciaire internationale est d'accorder à la personne enlevée ses propres demandes de restitution, égale demande de dommages-intérêts, qui doit viser à sa libération, sinon à sa libération. Cessation définitive de la procédure pénale en raison d'un empêchement procédural. 4. Il s'agit en effet de pratique criminelle du parquet, page 237 de l'essai, qui, si elle se poursuivait, équivaudrait à une atteinte à la présomption d'innocence et à l'instauration de la loi du poing. Mais il n'y a pas que le contournement des dispositions légales en matière d'expulsion ou d'extradition formelle. Les procédures indiquent l'implication de l'Office pour la protection de la Constitution dans mon cas, comme je l'ai découvert en réexaminant les dossiers, les termes Corona ou référence Corona. 2. Un procès complet et en temps utile est la condition essentielle d'un procès équitable. Le principe selon lequel une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale doit bénéficier d'un procès équitable en temps utile est une garantie centrale d'un procès équitable dans tous les États de droit civilisé. En Allemagne, ce principe est garanti à l'article 103 de la loi fondamentale et se fonde sur le principe juridique romain, audiatur et altera par, c'est-à-dire j'entends aussi l'autre côté. En fait, le droit d'être entendu dans une procédure pénale est en quelque sorte une manifestation particulière du droit à la liberté d'opinion, d'expression et d'information garantie à tous les citoyens par le droit allemand à l'article 5 de la loi fondamentale en tant que droit de défense contre l'État. Cette liberté d'opinion, d'expression et d'information est le droit fondamental central par excellence. Sans liberté d'opinion, d'expression et d'information, il n'y a pas de démocratie, mais seulement le mensonge et la propagande comme outil de manipulation, ce qui conduit au totalitarisme au lieu de la démocratie. C'est pourquoi toutes les démocraties ont garanti ce droit central de défense du citoyen contre les empiétements de l'État. Ainsi, le citoyen est particulièrement protégé contre les empiétements de l'État ou parce qu'il a été détourné par des entreprises et ou des organisations privées, par exemple. Ce droit est également garanti dans la Constitution américaine dans le premier amendement. Étant donné que ce droit de la défense devient d'autant plus important lorsqu'un citoyen est accusé d'avoir commis une infraction pénale par la toute-puissance de l'État, il revêt une importance particulière dans la procédure pénale.
Ceci est souligné par le fait que l'article 103 de la loi fondamentale indique clairement que le droit à la liberté d'opinion, d'expression et d'information doit, plus encore, être garanti aux accusés dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que droit à un procès équitable, car c'est le seul moyen de garantir un procès équitable. Procès équitable face à une attaque contre le citoyen par l'État. En effet, la seule raison pour laquelle les citoyens ont transféré le droit de clarifier leurs propres affaires aux tribunaux de l'État est leur confiance dans un procès équitable, c'est-à-dire que toutes les parties à un litige, en particulier l'accusé accusé d'une infraction pénale par l'État, puissent dire et aussi apprendre tout ce qui est pertinent pour la procédure. Toutefois, un accusé ne peut bien sûr tout dire que s'il est également informé de toutes les allégations formulées. Cela signifie en particulier s'il a connaissance du dossier d'enquête complet et non, comme dans cette affaire, d'un dossier dans lequel manquent au moins 80 notes pertinentes pour la décision sur les conversations téléphoniques entre le ministère public et les plaignants et d'autres personnes. Ainsi que des documents pertinents pour la décision, par exemple les documents de liquidité de Viviane le mari de Fischer, sur la base duquel le procureur John a clôturé toutes les enquêtes contre Viviane Fischer. Un exemple actuel et important de l'importance cruciale de la rétention de preuves par le ministère public bureau est la décision récente en faveur du l'acteur américain Alec Baldwin au Nouveau-Mexique, États-Unis. Là-bas, le parquet avait retenu quelques cartouches et ne les avait pas divulguées à la défense. En raison de cette rétention de preuves, la procédure a pris fin une fois pour toutes en faveur d'Alec Baldwin. En bref, la liberté d'opinion, d'expression et d'information, protégée par l'article 5 de la loi fondamentale, s'applique d'autant plus aux accusés d'une infraction pénale et est donc à nouveau clairement garantie à l'article 103 de la loi fondamentale. Dans le cadre de ma procédure pénale particulière, il ne peut plus y avoir de doute dans mon esprit sur le fait que les accusations portées contre moi par les 4 avocats berlinois étaient fondées et construites à l'instigation de l'Office pour la protection de la Constitution. En fin de compte, il est secondaire de savoir si la haine ouvertement exprimée par les témoins Antonia Fischer et Justus Hoffmann au tribunal est simplement une conséquence de leur propre envie ou si, comme le dit le dossier suggère que le Verfassungsschutz a utilisé ces personnes et leur éventuelle instabilité émotionnelle avec l'aide d'agents infiltrés, pour attiser de tels sentiments d'envie et les canaliser de telle manière qu'ils sont eux-mêmes devenus des agents infiltrés de l'Office pour la protection de la Constitution et ils porteraient des accusations criminelles contre moi et saisiraient l'argent destiné au travail d'enquête du comité. Depuis mon licenciement illégal de ma propre formation du comité Corona, les 2 plaignants n'ont évidemment pas poursuivi le travail d'enquête jusqu'à ce jour et il n'est pas prévu de le faire, comme le montre notamment leur témoignage au tribunal. Au vu de l'effondrement des accusations, qui étaient manifestement fausses dès le départ, du moins pour tous ceux qui ne sont pas impliqués dans ce procès frauduleux, il devait s'agir d'autre chose que des accusations officielles, à savoir de me faire taire, et donc de tout d'autres qui pensent et travaillent comme moi, c'est-à-dire nous tous. Parce que ce que nous avons appris en interrogeant d'innombrables experts authentiques et non achetés sur la endémie, et ce qui est maintenant confirmé par les fichiers du RKI, nous a montré que nous avons été massivement manipulés et mentis par des médias achetés et des politiciens achetés avec l'aide de pseudo-scientifiques achetés. Et comme nous avions perdu toute confiance une fois pour toutes, une fois que nous avons réalisé que ces mensonges et manipulations avaient des conséquences destructrices et mortelles, nous avons commencé à nous demander sur quoi d'autre on nous avait menti et qui en était responsable. Les responsables savaient que leur château de cartes de mensonges et de manipulation s'effondrerait lorsque toute la vérité éclaterait. Eh bien, aujourd'hui, le château de cartes s'effondre dans le monde entier. Sinon, tu peux penser ce que tu aimes de lui, mais Donald Trump avait raison lorsqu'il a récemment raconté aux Américains la procédure pénale absolument ridicule dont il a fait l'objet à New York. Ils ne me poursuivent pas, ils vous poursuivent. Je ne fais que faire obstacle. Maintenant, cependant, la panique s'est installée de l'autre côté de la barrière, notamment parmi les tireurs de ficelles psychopathes, parce que leur petite fenêtre d'opportunité a déjà fermé. C'est pourquoi ils agissent de plus en plus désespérément à tous les niveaux et commettent des erreurs de plus en plus graves. Les individus de notre côté de la barrière ont depuis longtemps cessé d'avoir de l'importance. La jeune génération, parmi toutes les personnes, qui dormaient en grande partie pendant la pandémie, s'est maintenant également réveillée avec le massacre presque fou, mais en tout cas monstrueux à Gaza et a déclenché quelque chose dans le monde entier, quelle que soit la religion, la race, le sexe ou la nationalité qui ne peuvent plus être arrêtés car ils ont désormais également atteint les grands médias, dans une interview sur le « bien que non exempt de propagande », par exemple. La panique liée au changement climatique et parfois la panique virale et pandémique sont également alimentées là,
chaîne TV TRT, sur le Internet, trt.world, 4 étudiants de l'University College London, dont un juif, ont expliqué dans le Bigger Than 5 qu'ils savent que Gaza est basé sur les idées misanthropes de l'eugénisme et que cette théorie de l'eugénisme était et est responsable du colonialisme et de presque toutes les autres formes d'oppression, par exemple l'apartheid en Afrique du Sud et l'esclavage aux États-Unis. Sur YouTube se trouvent des interviews intéressantes, par exemple dans la série Bigger Than 5 également sur la manipulation par les grands médias avec le journaliste Jeremy Scale. Ou dans la série Nexus sur le scandale olympique concernant la cérémonie d'ouverture satanique et la participation d'un athlète reconnu coupable de viol sur enfant. En tout cas, à partir de cette connaissance de Gaza, ce n'est qu'un tout petit pas vers la réalisation que c'est précisément cet eugénisme qui était à l'origine de la pandémie que nous avons largement mise en lumière, avec son objectif de réduction de la population et de contrôle numérique complet de ceux qui restent. Ensuite, le puzzle sera terminé et l'ensemble du tableau sera visible et alors il y aura justice. Parce que, en tant que psychiatre juif de 80 ans originaire de Canada, du nom de Gabor Maté, qui a survécu à l'Holocauste lorsqu'il était jeune enfant, a également déclaré sur la chaîne TRT, il ne peut y avoir de paix sans justice. J'ai été très impressionné par son entretien, car il a également expliqué que nous vivons désormais dans un monde empoisonné à l'échelle mondiale. Culture avec la conséquence visible que, par exemple, 70% de tous les Américains croient qu'ils doivent prendre au moins une forme de médicament pharmaceutique chaque jour. Et il a expliqué que les auteurs de tout cela, s'ils sont gravement traumatisés oui et non, comme je le crois, simplement des psychopathes nés sans aucune qualité humaine ne peuvent pas être guéris. Parce qu'ils ne veulent pas être guéris. Mais, dit-il aussi, il suffit que quelques bonnes personnes se lèvent et disent la vérité. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde entier. De notre côté de la barrière, nous le faisons dans le monde entier et les étudiants et maintenant le public mondial tout entier le font dans le monde entier, de sorte que le tableau du puzzle est presque complet. Retour à la liberté d'opinion, d'expression et d'information et au droit d'être entendu dans le processus judiciaire, notamment dans les procédures pénales. Dans les procédures pénales, le principe du droit d'être entendu exige que l'accusé ait le droit d'être entendu avant que des accusations ne soient portées. Ce n'est que si, conformément au principe juridique romain audiatur et altera par, que l'accusé a suffisamment de possibilités de commenter l'accusation avant que les accusations ne soient portées, peut-on garantir qu'aucune accusation ne sera portée ou qu'un mandat d'arrêt ne sera pas émis en premier lieu. Dans mon cas, les 3 avocats berlinois ont déposé une plainte pénale contre moi le 2 septembre 2022 et ont joint à cette plainte pénale un document en annexe A3, qui suggérait fortement que les plaignants eux-mêmes étaient des fraudeurs. À mon avis, ils avaient déjà détourné des fonds de clients s'élevant à plusieurs centaines de milliers d'euros le 2 septembre 2022 et avaient l'intention d'accéder à d'autres fonds de tiers, à savoir l'argent de la vente de ma propriété à Göttingen, destiné notamment au remboursement d'un prêt. Autre chose, par millions. Si le ministère public m'avait alors accordé le droit d'être entendu conformément à l'article 103 de la loi fondamentale, c'est-à-dire avant l'émission du mandat d'arrêt le 15 mars 2023, il y avait largement assez de temps pour cela. Le plainte pénale a été déposé le 2 septembre 2022, non seulement ce lien aurait été révélé. Mes avocats et moi aurions également informé le parquet que leur affirmation selon laquelle nous n'aurions pas dû contracter le prêt parce qu'en tant que directeur général, je n'étais pas autorisé à gérer seul l'entreprise était fausse et reposait sur une autre tromperie des plaignants. Ceci, combiné au fait désormais prouvé que le compte de dons du comité Corona était en fait en danger et la conclusion des accords de prêt visait à garantir une partie des dons, ainsi que le fait désormais prouvé que je n'étais pas autorisé à contracter le prêt. Si le fait que j'ai toujours été disposé et capable de rembourser l'argent du comité Corona avait également été incontestable, tout serait devenu clair. 1. Mes actions pour obtenir une partie des dons à l'aide d'un prêt relevaient du pouvoir discrétionnaire du directeur général d'une entreprise, c'est-à-dire par la règle de l'appréciation commerciale. De sorte qu'il n'y a aucune base pour une infraction pénale, exactement comme indiqué par le procureur général Rennick 2 mois et demi avant la plainte pénale du 2 septembre 2022. En tant que directeur général, nous étions seuls autorisés à gérer l'entreprise et étions exemptés du 181 BGB. Une résolution des actionnaires pour s'accorder des prêts entre eux n'était donc pas nécessaire. De plus, un actionnaire a toujours agi au nom du prêt-GUG, qui n'a d'ailleurs pas été officiellement enregistré à ce jour et qui n'a jamais non plus obtenu le statut d'association à but lucratif souhaité. N'a donc jamais vu le jour en tant qu'entreprise à ce jour et doit donc être considéré comme une entreprise définitivement fermée. 2.
les plaignants utilisent la procédure pénale qu'ils ont engagée contre moi pour contourner les tribunaux civils compétents afin d'obtenir des fonds auxquels, à mon avis, ils n'ont aucun droit conformément au statut de la société et au but poursuivi par les donateurs. Avec leurs dons, notamment pour promouvoir le travail éducatif sur la légalité et le sens des mesures nationales liées au coronavirus. Et, contrairement à leurs affirmations fausses et répétées, la société pour laquelle ils prétendent agir n'existe pas. Contrairement à leurs affirmations fausses et répétées, le Pregug n'a jamais été enregistré, précisément parce que les plaignants eux-mêmes, en collaboration avec un autre homme présumé du Verfassungsschutz ont empêché l'enregistrement en novembre ou décembre 2021. Cependant, cela aurait signifié qu'il n'y aurait plus eu aucune base pour une enquête pénale, encore moins pour une inculpation ou même un mandat d'arrêt contre moi. Au lieu de cela, les plaignants auraient dû faire l'objet d'une enquête et d'accusation, et des mandats d'arrêt auraient dû être émis contre eux. Cependant, ceux qui ont utilisé le procureur, Fantoche, John, qui était lié par des instructions, ont voulu empêcher cela. C'est pourquoi il a été spécialement transféré de Hanovre à Göttingen, afin qu'il puisse intercepter la plainte pénale qui avait manifestement été rédigée par des personnalités émotionnellement instables et, sans même tenter d'enquêter, et encore moins de m'accorder une audience légale. Émettre un mandat d'arrêt contre moi et dessiner un acte d'accusation intenable contre moi. Tous les efforts devaient être faits pour empêcher le grand public le procureur Hennig, qui avait fait classer les dossiers 3 mois plus tôt en pleine connaissance de cause parce qu'il n'y avait aucun indice d'infraction pénale. De prendre à nouveau la même décision et d'ouvrir ensuite une enquête contre les 3 plaignants, de porter plainte contre eux et émettre des mandats d'arrêt contre eux. On m'a même refusé le droit d'être entendu lors de ma toute première audition à Göttingen le 1er novembre 2023. Le juge, qui avait déjà signé aveuglément le faux mandat d'arrêt sans aucun interrogatoire, juge du tribunal local de Moog, a interrompu mes déclarations en disant que ce que j'avais à dire ne m'intéressait pas. Le droit d'être entendu ne peut plus être piétiné de manière plus effrontée et plus évidente. Parce que, comme le disait son confrère Mirko Lodon écrit sur le site https://strafvertedigen/quin-rechtlich-joe-im-ermittlungsverfahren, si le tribunal laisse passer ce traitement et ouvre la procédure principale, il indique clairement qu'il, comme le ministère public, n'est pas intéressé par un procès équitable. Mais au mieux par un procès court. Et Mirko Lodon poursuit, il n'est alors plus possible de faire ce qui aurait été possible avec une audience appropriée et en temps opportun, il n'est plus possible d'influencer la décision du parquet et, si nécessaire, éviter les poursuites. Cela signifie que l'objectif du consentement opportun de l'accusé dans le cadre de la procédure préliminaire ne peut plus être atteint. Et après tout ce que nous avons vécu, c'était précisément l'objectif du refus de toute audience judiciaire et du refus de toute enquête dans mon cas, tout comme c'était le but de l'enlèvement visant à contourner la procédure d'extradition. En aucun cas la vérité n'a été autorisée à éclater avant qu'un mandat d'arrêt n'ait été émis contre moi et que j'avais été enlevé du Mexique et que je pouvais être tenu dans une prison allemande par voie de privation de liberté. Violation de la loi par l'échange arbitraire de faits et le refus d'une audience à ce sujet et sur les déclarations rectificatives de Viviane Fischer parce qu'il sait exactement que son comportement, en cas de succès, serait considéré comme un crime au sens juridique. À savoir comme une violation de la loi punissable d'au moins 1 an d'emprisonnement, le président du tribunal le 17 mai 2024, le tribunal régional de Schindler a déclaré, par voie dite de projection, que la défense accuserait la Chambre d'une violation de la loi et d'une privation de liberté qualifiée. On peut dire à ce propos ce qui suit, maintenant que le président du tribunal, parce que les faits initialement reprochés se sont effondrés, a échangé ces faits contre d'autres faits, à nouveau inventés, il ne peut empêcher la découverte de ces nouvelles inventions que par 1. Annule brusquement l'instruction entamée qu'il a lui-même ordonnée, et 2. N'entend même pas les témoins cités par nous pour réfuter les faits nouveaux et 3. Exclut effectivement le public des débats et 4. Sans audience publique sur les faits nouveaux, un jugement a été rapidement prononcé contre moi en guise de déni de justice. À mon avis, cela rend Schindler coupable sans l'ombre d'un doute d'illégalité. Le délit d'entrave à la justice est qualifié en article 339-5 comme un délit d'au moins 1 an d'emprisonnement. L'article 339-5 stipule qu'un juge, y compris les évaluateurs non professionnels ou les procureurs qui contournent la loi au détriment d'une partie, commettant ainsi une perversion du cours de la justice. Cependant, il ne précise pas ce qui constitue exactement une entrave à la justice. La loi a défini cela. Selon cette définition,
il y a violation de la loi lorsque, d'une manière générale, des règles juridiques objectives sont violées et qu'une décision est prise qui est objectivement contraire à la loi et n'est plus justifiable. En enfreignant ces règles, selon la jurisprudence bien établie de la Cour suprême, le juge, ou le procureur, doit délibérément et sérieusement s'écarter de la loi. Encore une fois, dans mon cas, la substitution des faits pour obtenir la condamnation souhaitée, ou ici vraisemblablement, la conviction exigée d'une manière différente après l'effondrement des faits initialement accusés remplit sans aucun doute le but recherché. Délit d'entrave à la justice. Ceci, remarquez, d'autant plus si le juge refuse également d'accorder à l'accusé une audience sur ces nouveaux faits jusqu'alors non inculpés, c'est-à-dire refuse d'entendre les preuves demandées par la défense pour examiner les allégations actuellement, depuis le 3 mai 2024, et exclut ensuite de fait le public de l'audience. Tout au long de l'audience principale, le président du tribunal s'est appuyé sur l'accusation du ministère public, on ne le soulignera jamais assez, selon laquelle j'avais commis un abus de confiance en contractant un emprunt privé grâce aux dons du comité Corona et en utilisant l'emprunt à titre privé. Y compris en investissant dans ma propriété, en tant que directeur général du comité Corona. Ce n'est que lorsqu'il s'est avéré que, le contenu de l'accusation était faux, que j'ai été autorisé, en tant que directeur général du comité Corona, à agir en tant que directeur unique. Et qu'il a été établi au cours de l'instruction que, ma souscription à un emprunt pour garantir temporairement une partie du don les fonds avant une saisie immanente relevait du pouvoir discrétionnaire et de la liberté d'action du directeur général, c'est-à-dire en vertu de la règle de jugement commercial du droit des sociétés. Cette accusation a dû être abandonnée. Cela aurait dû mettre fin à la procédure pénale à mon encontre, j'aurais dû être acquitté et libéré immédiatement. Au lieu de cela, le président du tribunal a remplacé les accusations désormais intenables par l'affirmation selon laquelle aucun accord de prêt n'avait été conclu. Remarquez, ils étaient par écrit dans le dossier. Des accords de prêt ont été conclus. Au lieu de cela, il y avait en fait eu un accord entre Viviane Fischer et moi-même avant affirmé que les contrats de prêt n'avaient été conclus que comme une opération simulée, c'est-à-dire à condition qu'ils ne soient pas efficaces. Afin de dissimuler le fait qu'un accord de fiducie avait en fait été conclu entre nous, selon lequel l'argent devait être transféré sur un autre compte et y rester. Cette nouvelle accusation ne repose que sur un mirage, car Viviane Fischer l'a elle-même affirmé, lorsqu'interrogée par le président du tribunal, qu'elle, prétendument, en était consciente. Nous avions supposé que nous conserverions tous les deux l'argent retiré dans le cadre du contrat de prêt comme réserve de liquidité, mais cela n'avait jamais été explicitement discuté. Et elle avait également expliqué que transférer l'argent du compte de don vers un autre compte aurait été contre-productif selon elle. Et le 31 juillet 2024, elle et l'avocat qui la représente, M. Grossenbach, n'ont été empêchés de clarifier que par une muselière du tribunal qu'il n'y avait pas de contrat de transaction fictif, mais seulement des contrats de prêt effectifs et qu'il n'y avait ou n'y a pas de société dont les actionnaires pourraient être lésés, car il n'y avait pas non plus de biens sociaux, de sorte que je dois être acquitté immédiatement. La conclusion des contrats de prêt a également été confirmée par l'obtention de preuves supplémentaires. D'une part, il n'y a eu que 3 contrats de prêt écrits, qui contiennent tous les éléments constitutifs d'un contrat de prêt, tels que le montant du prêt, la durée, la réglementation sur les intérêts, le remboursement et la désignation spécifique du prêt. Les parties contractantes. Ces accords ont été conclus entre 2 avocats et avocats pleinement qualifiés. Il n'y a aucune déclaration contraire, il n'y a pas eu d'accords écrits contraires concernant la conclusion de contrats de fiducie ou la convention d'une réserve de liquidité, ni que les contrats de prêt n'aient été conclus que de manière simulée. De telles dispositions divergentes auraient également nécessité une forme écrite. En particulier dans le cas de 2 avocats pleinement qualifiés en tant que partie contractante, on peut supposer qu'ils sont en mesure d'indiquer précisément en termes juridiques le type d'accord qu'ils souhaitent conclure. Les documents complémentaires ou, par exemple, les processus de chat évoqués par le tribunal ne contiennent aucune indication selon laquelle les contrats de prêt n'auraient été conclus qu'à titre fictif afin de dissimuler les contrats de fiducie sous-jacents. La conservation des dons vis-à-vis des donateurs ne constitue pas non plus automatiquement un accord fiduciaire, il n'existe donc pas ici non plus d'accord écrit correspondant. La conclusion des contrats de prêt a également été confirmée lors de l'instruction par les témoignages de Tobias Wessenborn, Catherine Ben, Martin Schwab et Roger Bittel ainsi que d'autres témoins du secteur privé et l'ancien comptable de la commission. Tobias Wessenborn s'est impliqué personnellement et organisationnellement dans la conclusion des contrats de prêt.
Aucun des témoins entendus au tribunal n'a déclaré qu'il avait été question de contrat fictif ou d'accord de fiducie lors de la conclusion ou après la conclusion des contrats. Ni que les parties avaient voulu conclure autre chose que les contrats de prêt présentés. Par ailleurs, les statuts du Vorgug n'excluaient pas l'octroi de contrats de prêt, d'autant plus que l'objectif de l'entreprise d'être une organisation à but non lucratif n'a jamais été atteint. Il n'y a eu aucune perte financière ni simple menace pour le patrimoine de l'entreprise, inexistante, puisque la conclusion des contrats de prêt a donné lieu à l'acquisition d'une créance de remboursement tant formelle que matérielle, qui aurait également été juridiquement exécutoire. Je disposais d'un patrimoine immobilier suffisant pour garantir le remboursement des montants du prêt. J'avais garanti les montants du prêt que j'avais contracté avec la valeur équivalente de ma propriété à Göttingen et j'aurais de toute façon pu les rembourser en vendant cette propriété. Je l'ai confirmé à plusieurs reprises lors de nombreuses réunions de médiation et autres déclarations publiques et entretiens de cette période. Été et automne 2022. Cela a également été confirmé par le témoignage de l'avocat Tobias Wessenborn sur la conclusion des contrats de prêt et les autres témoins entendus. La Chambre de première instance le réitère également dans sa décision du 11 juin 2024, page 4 ci-dessous. Le remboursement des prêts a finalement été empêché par l'intervention de l'avocat berlinois Marcel Templin après la vente de ma propriété à Göttingen et l'enregistrement ultérieur de la charge foncière qui lui a été cédée en février 2021 pour une réclamation d'un montant complètement différent. Il n'y avait déjà aucune réclamation juridique substantielle concernant la charge foncière, car les membres du groupe de plaignants, recours collectif, avaient déjà conclu pour la plupart une relation client directe avec mon cabinet d'avocats. De plus, Marcel Templin a reçu un montant de 1,15 million de la vente de ma propriété, ce qui a réalisé un total de 1,345 millions d'euros. Pour preuve, le dossier contient des instructions de paiement écrites du notaire, de nombreux emails, relevés de comptes, etc., ainsi que l'interrogatoire du notaire concerné, M. Kleinman, ainsi que du témoin Hoffman au tribunal, l'ont également confirmé. À cet égard, la Chambre pénale économique a supposé dans sa décision du 11 juin 2024 page 6 que le produit de la vente de mon bien aurait été suffisant pour rembourser le montant du prêt de 700 000 € en cause dans la procédure et que, de toute façon dans cette affaire, Monsieur Templin n'avait aucune créance matérielle de ce montant. La question de savoir si Monsieur Templin avait une créance allant au-delà de ce montant n'a aucun effet sur la présente procédure, comme expliqué plus en détail dans la décision de la Chambre. Cependant, à notre connaissance, l'argent se trouve encore à ce jour sur le compte de Marcel Templin, sans que le parquet de Göttingen soit intervenu à cet égard ni obtenu les fonds. Malgré la plainte pénale que nous avons déposée début décembre 2023. La défense a également formellement déclaré par écrit fin novembre de l'année dernière que la réclamation contre Marcel Templin avait été cédée à Vorgug dans la présente procédure pénale. Tout comme ma capacité à rembourser, l'audition des témoins listés ci-dessus a confirmé ma volonté de rembourser. En particulier, le témoin Catherine Ben a déclaré devant le tribunal qu'il était absolument clair que la vente de ma propriété à Göttingen devait être utilisée pour régler les dettes résultant des contrats de prêt envers le Vorgug. Cela a également été confirmé par les témoins Wessenborn, Schwab, Vittel et Kuhn ainsi que les témoins du secteur privé. Même Viviane Fischer l'a admis devant le tribunal. Cela ressort également d'un grand nombre de déclarations publiques, de courriels, qui figurent également dans le dossier et ont même été joints à la plainte pénale, et d'entretiens publics datant de 2022. Comment, en revanche, la Chambre de première instance a-t-elle conclu dans sa décision du 16 juillet 2024 que depuis l'automne 2021, à la suite du litige avec Antonia Fischer et le Dr Hoffman à l'été 2021, ils n'ont plus du tout voulu rembourser les sommes à l'entreprise qui les a précédés, de sorte qu'à partir de ce moment, il n'y avait plus aucune volonté de rembourser à l'entreprise remplacée, n'est pas apparent et ne résulte sous cette forme ni de l'administration des preuves, ni des déclarations des témoins, ni de mon propre aveu. Cette déclaration a été librement inventée par le tribunal où toute déclaration sur les conflits internes à l'entreprise avant le GUG a été simplement sortie de son contexte. La Chambre poursuit, les raisons pour lesquelles il a ensuite décidé d'utiliser le montant uniquement pour l'ICIC n'ont aucun rapport avec la question de la culpabilité ou la question de la sanction des délits de détournement de fonds au détriment de la société prédécesseur. Cette conclusion de la Chambre est également dépourvue de tout fondement et ne résulte certainement pas de l'obtention de preuves, ce qui a été largement forcé par la défense. Seuls les témoignages de Roger Vittel, Prof Martin Schwab, Catherine Ben, Tobias Wessenborn,
Yvan Kuhnmann et aussi, et plus encore, l'interrogatoire de Viviane Fischer dénonce les interprétations erronées du tribunal ci-dessus. Aucune des déclarations des témoins ne conforte, même de loin, l'hypothèse de la Chambre. Même les plaignants, qui avaient, vraisemblablement intentionnellement, soumis au parquet des documents incomplets concernant le pouvoir de gestion unique de tous les actionnaires lors du dépôt de la plainte, ont inclus mon courrier électronique du 26 août 2022 en annexe 3. Je précise déjà dans cette annexe 3 que mon bien était déjà vendu à ce moment-là et que j'aurais autrement pu souscrire à tout moment une charge foncière sur le bien d'un montant de 700 000 € pour rembourser la totalité du montant du prêt. Les montants du prêt devaient être remboursés lors de la vente de ma propriété, comme cela a été souligné à plusieurs reprises au cours du processus. Il est particulièrement perfide de conclure des circonstances également décrites au tribunal que Viviane Fischer et moi-même avions pris nos distances de plus en plus loin des deux plaignants, le docteur Justu Hoffmann et Antonia Fischer, depuis l'été 2012. À partir de 2021, comme ils n'assistaient plus du tout aux réunions hebdomadaires du comité et n'avaient pas participé aux activités du comité d'une autre manière, je n'étais plus disposé à rembourser les montants du prêt depuis lors. Il est vrai que nous, c'est-à-dire Viviane Fischer et moi-même souhaitions nous séparer des deux plaignants et les exclure de l'entreprise au plus tard en décembre 2021. Cela n'a pas fonctionné en raison de la répartition des voix 50-50e, comme on le sait déjà. Or, Justu Hoffmann et Antonia Fischer souhaitaient emporter les 50% des dons avec eux lorsqu'ils quittaient l'entreprise, dans le cadre de l'accord de règlement présenté au tribunal. Et ce, malgré le fait qu'ils n'étaient plus impliqués d'aucune manière dans les activités du comité, ce qu'ils ont également confirmé devant le tribunal. Il n'y avait donc aucune base juridique pour le règlement proposé. Tous les donateurs ont également fait des dons pour la poursuite du travail et du travail éducatif du comité. Cela ressort également de la grande feuille de calcul Excel à la disposition du tribunal, que le comptable du comité avait préalablement préparé. Ce tableur extrêmement détaillé répertorie chaque don au comité Corona, aussi petit soit-il, d'un montant de 5 € ou 10 €. Les textes de réservation répertoriés montrent principalement, comité de dons Corona, ou, soutien SCA. Il est donc parfaitement compréhensible que la majorité des donateurs ait naturellement voulu soutenir la poursuite du travail éducatif du Corona. Comité est donc principalement les deux protagonistes du comité, qui ont essentiellement réalisé ce travail pédagogique. C'était Viviane Fischer et moi. Cependant, les deux plaignants n'ont plus effectué de travail d'enquête au sein de la commission Corona à partir du printemps-été 2021 au plus tard. Ils ont également déclaré devant le tribunal qu'ils ne souhaitaient pas poursuivre le travail d'enquête. En fin de compte, ils ne l'ont pas fait au cours des 2 dernières années, depuis mon exclusion de la commission en octobre 2021. En revanche, j'ai à plusieurs reprises et publiquement déclaré ma volonté de rembourser le prêt, y compris dans le programme détaillé sur Bitel TV le 21 septembre 2022, où j'ai clairement mentionné que je rembourserais le prêt avec le produit de la vente de ma propriété. À cet égard, je recommande à la Chambre de regarder ce programme et lui demande expressément de le faire, de m'autoriser à diffuser publiquement le programme sur Bitel TV à partir du 21 septembre 2022 lors de l'audience principale. Dans le cadre de mon dernier mot en tant que défendeur devant le tribunal comme preuve de ma volonté de rembourser les montants du prêt d'un montant total de 700 000 €, ce que j'ai affirmé de manière constante et répétée en public. Bien entendu, lorsque j'ai vendu mon bien immobilier à l'époque, je souhaitais rembourser le montant du prêt à Corona Ausschuss-Warschalgug. En tant qu'avocat, avocat pleinement qualifié et même docteur jur, je suis bien conscient que le remboursement doit toujours être effectué à l'entreprise d'origine. Cela a également été expressément confirmé par les témoignages de Tobias Wessenborn, Yvan Kuhnmann et Roger Bitel. Aucun des autres témoins n'a mentionné dans ses déclarations que je ne voulais pas rembourser la société d'origine. Dans la mesure où cela était pratiquement possible, car l'entreprise n'a jamais eu de compte propre faute d'enregistrement et les comptes des avocats détenus pour les dons étaient constamment annulés par les banques sur instruction de l'État. Service de sécurité, est une autre question. Même le témoin Viviane Fischer a confirmé que le remboursement de l'argent lui prenait trop de temps et qu'elle n'aurait, prétendument, pas accepté que les montants du prêt soient garantis par une garantie sous la forme de ma propriété à Göttingen. Cependant, elle n'a exprimé aucun doute sur le fait que je souhaitais rembourser correctement les montants du prêt résultant de la vente de la propriété à l'entreprise concernée. À cet égard, le tribunal coupe les cheveux en 4, et il essaie à nouveau de m'imposer un prétendu aveu, en me mettant dans la bouche des mots que je n'ai jamais prononcés.
L'utilisation du chat avec Viviane Fischer de le 16 janvier 2021 ne soutient pas la décision de la Chambre. Affirmation fictive non plus, elle cite un message de chat de ma part dans lequel je lui disais que seul elle et moi avions la souveraineté sur le charbon. Tout d'abord, on peut dire qu'il n'est en aucun cas compréhensible que la Chambre veuille fonder un projet apparemment fermement planifié. Conviction de ma personne presque exclusivement sur les chats privés de 2020 à 2022 entre moi et Viviane Fischer. L'interrogatoire des témoins à part les témoins à charge sont considérés comme superflus et ceux-ci ne sont admis par la Chambre que dans des conditions très limitées et des questions préalablement étroitement définies, à condition que la défense les convoque au préalable dans la procédure d'autochargement. Deuxièmement, rien ne peut être déduit du message de chat cité, si ce n'est qu'il indique que Viviane Fischer et moi avions de facto pris en charge la gestion du comité ou du pré-GUG et avions un aperçu des finances parce que nous avions pris soin d'eux. Les deux autres actionnaires, les plaignants, par contre, ne s'occupaient de rien. Cela a également été confirmé par le témoignage de Tobias Wessenborn, qui était encore responsable de compte pour Vorgug et Corona Comité de l'époque, a déclaré devant le tribunal lors de son interrogatoire qu'il avait activement proposé au Dr Justu Hoffmann ainsi qu'Antonia Fischer seront disponibles pour répondre aux questions sur les finances du comité, etc. Cependant, il a également confirmé que les deux plaignants n'étaient absolument pas intéressés par cette affaire et ne l'avaient pas contacté pour lui poser des questions ou lui faire des réservations actives. Finalement, j'ai effectivement vendu ma propriété, comme je l'avais toujours annoncé publiquement et également lors de discussions avec les médias internes, voir seulement l'annexe 3 de la plainte pénale, début octobre 2022. La propriété était alors totalement libre de toute charge, comme l'a également révélé le notaire Klein Johan au tribunal. Il aurait donc été facilement possible de rembourser le prêt à Corona Ausschuss Vorschalgug à partir du prix d'achat total de 1,345 millions d'euros. Comme chacun le sait, j'en ai été empêché par ce que je considère comme un comportement délictueux de le notifiant Marcel Templin, qui a obtenu la grande majorité du prix d'achat de 1,15 million d'euros sans fondement juridique et, à mon avis, en trompant le notaire Klein Johan. La Chambre a confirmé, comme décrit, que l'avocat Templin n'avait aucun droit juridique substantiel sur le produit de la vente de ma propriété, au moins pour un montant de 700 000 euros. Dans une déclaration datée du 29 novembre 2013, mes avocats ont également déclaré une cession de la créance contre le plaignant Templin dans la présente procédure. Le parquet de Göttingen a connaissance de la décision susmentionnée de la Chambre et était également au courant de la cession de la créance au Vorgug. Cependant, on ne sait pas encore si et dans quelle mesure le ministère public aurait fait en sorte que les fonds y soient sécurisés. À cet égard, nous devons supposer que le parquet de Göttingen est au courant de cette affaire depuis environ 10 mois, mais n'a rien fait pour garantir l'argent auquel le comité Corona aurait effectivement droit. Cependant, je ne suis pas responsable du comportement criminel d'un tiers. Pour autant que nous le sachions, le plaignant Templin a reçu l'argent de la vente de ma propriété, qui comprend les fonds des clients de l'association des plaignants du recours collectif, n'était même pas correctement stocké dans le compte séquestre d'un avocat, mais simplement dans son compte professionnel. Nous ne savons pas non plus si l'argent est toujours là ou s'il a déjà été dépensé par le plaignant Templin. On peut se demander si le remboursement des montants du prêt à Vorgug était si important pour le plaignant Templin qu'il a co-signé la plainte pénale du 2 septembre 2022. Pourquoi il n'a pas ensuite remboursé le montant de 1,15 million d'euros qu'il a acquis sans fondement juridique de la vente de ma propriété à Vorgug, au moins pour le montant du prêt de 700 000 euros? Et pourquoi ces deux associés et actionnaires de Vorgug, Antonia Fischer et Dr Justu Hoffmann ne veillent pas au moins à ce que leur collègue Templin organise immédiatement les montants du prêt du l'argent qu'il a acquis sans fondement légal, à rembourser à Vorgug, qui était détenu par eux? Par ailleurs, la majorité des clients du groupe demandeur, Classe Action, ont mis fin à leur mandat auprès de l'avocat Templin en août 2022 et procuration expresse et vérifiable accordée à mon cabinet d'avocats. Cela suffit pour une annulation effective du mandat. Que l'avocat qui représente le client apprécie la raison pour laquelle il a mis fin au mandat d'un client ou qu'il considère même qu'il s'agit du résultat d'une tromperie n'a aucune importance pour l'efficacité de la résiliation du mandat. Dans le cas présent, il n'y a pas non plus eu de tromperie de la part du client, puisqu'un incident de protection des données s'est produit au printemps 2017. 2022 au cabinet des avocats du port contre les membres du communauté des demandeurs de recours collectif. Cela suffisait à justifier une résiliation du mandat de Marcel Templin pour un motif valable. Dans ce contexte, Marcel Templin n'avait même plus de droit juridique substantiel au remboursement dès le prêt du groupe de demandeurs,
classe action, car il ne les représentait plus, pour la plupart faute de procuration effective. Dans ce contexte, la charge foncière inscrite au registre foncier en faveur de l'avocate en plein seulement 1 mois et demi après la vente de ma propriété a également été faite sans fondement juridique, car il n'avait aucun pouvoir de représentation. La base de saisie de la redevance foncière était la suivante, mais uniquement pour garantir les biens vendus par la communauté des demandeurs. Prêt, classe action, accordé. Marcel Templin en était également conscient dans ses actions. Cependant, le tribunal évite même de se pencher sur cette deuxième série d'infractions, qui m'a finalement empêché de rembourser les montants du prêt au comité Corona-Vorschlag-GUG. En revanche, je suis d'avis que je ne dois pas me permettre d'être tenu responsable des actions d'un tiers à cet égard au titre de mon propre comportement coupable. Si le ministère public avait agi en ce sens au cours des 10 derniers mois et avait pris des dispositions pour que l'argent stocké sur le compte de Marcel Templin sans fondement juridique soit restitué, il n'y aurait finalement plus eu de fondement juridique à la recevabilité du recours en adhésion représenté par les deux plaignants Dr Justu Hoffmann et Antonia Fischer. D'une manière générale, ces faits permettent à eux seuls de conclure de véritables contrats de prêt. En outre, l'avocat de Viviane Fischer avait lui-même soumis au tribunal une déclaration sous serment dans laquelle je déclare expressément, et j'affirme à cet égard au lieu de prêter serment, que seuls de véritables contrats de prêt avaient été conclus entre nous. Malgré la jurisprudence vague du BGH, qui sert à protéger le pouvoir judiciaire, à mon avis, ce comportement du président du tribunal et de la Chambre n'entraîne pas seulement la perte du pouvoir judiciaire conformément à l'article 339 du Code pénal allemand. Code, Saint-Gélé, a une décision manifestement erronée à mon désavantage, car les accords allégués par Schindler, contrairement au contrat de prêt écrit couvert par l'arrêt commercial règle, n'existent pas. Au contraire, cette invention de faits nouveaux et le déni qui en découle du droit d'être entendu sont, comme le dit Schunk Schröder-Hein, par 11. Une violation objective des règles de droit, de sorte qu'une décision soit prise qui contredit objectivement la loi et n'entre plus dans les limites de ce qui est justifiable. De cette manière, le président du tribunal régional, M. Schindler, non seulement s'écarte gravement de la loi en commettant cette infraction élémentaire contre l'administration de la justice, comme l'exige la jurisprudence constante de la Cour suprême, par 12 de la citation ci-dessus, mais à mon avis il le fait aussi délibérément. Non seulement il le sait parce que, selon ses références écrites, il se considère probablement coupable d'avoir enfreint la loi et parce que des pressions sont et ont été manifestement exercées sur lui pour contourner la loi, mais il le sait aussi parce que nous lui donnons une petite conférence sur le contournement de la loi, y compris les sources juridiques. 4. La liberté d'expression et d'information dans la bataille pour la justice. Les déclarations suivantes non seulement remettent en question lumière sur ce que mon cabinet et moi-même avons mis en branle au cours des 30 dernières années, mais aussi sur le fait que, contrairement à ce que prétend Schindler, les déclarations exagérées et dures sont parfaitement acceptables dans la lutte pour la justice, et que les accusations d'entrave à la justice sont donc également acceptables à mon avis, surtout si de telles déclarations sont faites dans une atmosphère enflammée provoquée par le comportement de l'État. Pour rappel, le juge-président Schindler a commencé son ordonnance de procédure du 17.05. 2024 avec la menace à peine voilée de restreindre la défense en raison de ses déclarations procédurales dans cette procédure pénale publique, car ces déclarations étaient hors de propos et diffamatoires. Il nous a accusés de diffuser des demi-vérités et des contre-vérités afin d'accuser sans fondement le ministère public et le tribunal d'infraction pénale. Ceci, a poursuivi le président, a servi à exploiter le fait que le public ne connaissait pas les faits et n'était pas familiarisé avec la loi. En d'autres termes, le public est trop stupide pour comprendre la différence entre le bien et le mal et le bien et le mal. Et le public est incapable de reconnaître si le ministère public et le tribunal fonctionnent correctement ou non. Cela ne pourrait guère être plus présomptueux ou arrogant. Eh bien, il est vrai que, à mon avis, nous avons maintenant atteint un point où nous devons effectivement évaluer le comportement illégal et inconstitutionnel du président du tribunal de district, M. Schindler, et des 4 autres juges qui l'ont suivi, le public, le procureur, M. John, et d'autres participants au procès ont tenté de commettre conjointement une violation de la loi assortie d'une privation de liberté qualifiée. Dans toutes nos déclarations, nous nous appuyons sur le droit fondamental à la liberté d'opinion, d'expression et d'information énoncé à l'article 5 de la loi fondamentale allemande, GG. Et l'article 103 GG connexe avec le droit à un procès équitable qui y est formulé, plus précisément,
nous nous appuyons sur les principes qui ont été développés pour ce que l'on appelle la lutte pour la justice, par la jurisprudence établie de la Cour suprême. Cette jurisprudence précise que même dans un litige de droit civil, surtout si cela se déroule dans un contexte alimenté par l'action gouvernementale et provoquant l'indignation du public, des propos forts, voire exagérés, sont parfaitement acceptables, y compris des accusations d'entrave à la justice contre une personne. Juge. Cela doit s'appliquer d'autant plus dans les procédures pénales, car il y a bien plus en jeu que de l'argent. Et cela doit être d'autant plus valable dans les procédures pénales qui suscitent l'indignation mondiale en raison du comportement arbitraire de l'État. Ce qui est également évident pour le public. Je fonde les remarques suivantes sur le litige de masse lancé par moi-même et mes collègues du cabinet d'avocats à la fin des années 1990, et qui se poursuit encore aujourd'hui, au motif du financement de biens de pacotille et de l'indignation publique qui en a résulté. Les litiges en question concernent des centaines de milliers de consommateurs qui ont été privés de leur gagne-pain par les banques allemandes à la suite d'une fraude massive. Ils ont été trompés par les courtiers en prêt des banques et ont acheté au moins 2 fois, et souvent même 3 fois, des appartements hors de prix, appelés propriétés indésirables, ainsi qu'un financement complet par les banques par voie frauduleuse. Dans les litiges juridiques et dans la littérature, ces cas sont appelés « financement immobilier de fortune ». Ils ont donné lieu à un scandale judiciaire qui a fini par exploser aux yeux du public et ont été accompagnés d'un scandale médiatique encore largement méconnu aujourd'hui, que j'expliquerai bientôt. Ces différends sont encore aujourd'hui caractérisés par des débats houleux et difficiles devant les tribunaux. Il convient également d'ajouter ce qui suit, ces transactions ont été poussées à l'extrême en 2007, 2008 et 2009 aux États-Unis, principalement par la Deutsche Bank. Parce que la justice allemande n'a rien fait pour les arrêter et a déclenché d'abord la crise immobilière aux États-Unis, puis la crise économique mondiale. Crise et la crise de l'euro. À l'époque, mon cabinet d'avocats et moi-même représentions des milliers de personnes lésées contre les banques et nous étions de loin ceux qui menaient le plus de poursuites dans ces cas de financement immobilier de fusils de chasse négociés par des agents de fortune. J'ai entendu ces affaires au tribunal tous les jours pendant des années, parfois même dans 2 tribunaux en une journée, dans le matin à Francfort et l'après-midi à Stuttgart. J'ai mené au moins 2500 à 3000 auditions de témoins. C'est pourquoi mes collègues du cabinet d'avocats et moi-même savons très bien, et également confirmé par de nombreuses conversations privées avec des juges après leur retraite, que tous les juges impliqués dans ces affaires savaient que les banques mentaient devant les tribunaux et que le Sénat bancaire de la Cour fédérale de justice contournait la loi pour les protéger. Les détails exacts sont très passionnants, mais prennent trop de place ici. Je raconterai cela en détail dans un livre. Voici justement ceci, j'avais appris que les 2 plus hauts juges du BGH en charge des affaires bancaires recevaient de l'argent des banques pour des séminaires prétendument académiques le week-end. En réalité, ces séminaires n'ont servi qu'à cacher le fait que le soir, autour de bière, de vin et de dîner, les juges et les représentants des banques discutaient en détail de la meilleure façon d'annuler les jugements en faveur de nos clients et contre les banques. 2 participants à l'un des séminaires, un avocat respecté et un éditeur d'un ouvrage sur la protection des consommateurs magazine, m'a donné des affidavits indiquant que ces juges discutaient avec les avocats de la banque et d'autres représentants de la banque autour d'un dîner et d'une bière et d'un vin le soir, comme décrit. De la manière dont ils pourraient renverser 3 affaires en particulier que mon cabinet d'avocats venait de gagner. Au tribunal régional supérieur de Bamberg quelques semaines plus tard. L'un d'eux a même expliqué que la protection des consommateurs a un objectif de l'état de lieu après tout. Était une hydre qui avait besoin d'avoir les têtes coupées. Dans quelques semaines, mes 3 jugements seraient annulés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au début des années 2000, j'ai déposé une plainte pénale contre ces 2 juges du BGH pour entrave à la justice et corruption. Apparemment, personne n'avait jamais fait ça auparavant, ce qui m'a surpris quand cela a été connu. À ma surprise maintenant je dois dire naïve, malgré des preuves accablantes, les accusations n'ont même pas été portées. Aujourd'hui, bien sûr, je me rends compte que les procureurs, liés par des directives politiques, avaient pour instruction de ne pas enquêter. Mais nous avons veillé à ce que le scandale ne soit pas enterré, mais rendu public, car j'avais un très bon réseau avec d'autres juristes et avocats, ainsi que des représentants des médias. De cette manière, nous avons veillé à ce que les faits, qui sont encore scandaleux du point de vue d'aujourd'hui, soient rendus publics. En conséquence, de nombreux professeurs de droit respectés, des confrères avocats et bien sûr moi-même, mais aussi d'anciens juges en activité, à qui j'avais décrit les événements, les ont commentés dans les revues juridiques,
mais aussi dans les grands médias et à la télévision. Tout le monde se plaignait de la corruption au plus haut niveau des tribunaux allemands. J'ai pu décrire Deutsch la fraude incroyablement effrontée de la banque, CA accent grave D. Les mensonges effrontés de la Deutsche Bank dans les procès, non seulement dans 2 articles spécialisés, mais également dans de nombreux reportages télévisés grand public et ont également été soutenus en cela par un certain nombre de juristes. Puis il s'est passé quelque chose qui m'a secoué presque plus que la corruption au Sénat bancaire du BGH, un éditeur légendaire du Spiegel, le Dr Hermann Bott, avait très bien étudié un article sur la Bayerische Hypobank, qui était également profondément impliquée dans le financement immobilier indésirable. Elle s'est rapidement effondrée à cause de ce financement et a été rachetée par la banque italienne Unicredit. Quelques jours avant la publication de son article intitulé « Une fraude de masse organisée », le Dr Bott m'a appelé, complètement désemparé, et m'a demandé de venir à Hambourg. Là, il m'a remis les preuves galères de l'article, pièce jointe, à soumettre plus tard, et m'a expliqué que l'article ne paraîtrait pas dans Spiegel, le magazine d'information allemand le plus respecté et le plus important de l'époque. Il poursuit en expliquant, quand Hypobank a découvert l'article, parce que le Dr Bott voulait naturellement obtenir leur avis sur l'article, ils ont immédiatement envoyé un groupe d'avocats et de spécialistes du marketing de Munich à Hambourg. Suite à des discussions avec les rédacteurs en chef du Spiegel, ils ont acheté l'article et l'ont fait disparaître. Ceci s'appelle attraper et tuer aux États-Unis. La contrepartie de Hypobank a été un contrat publicitaire avec Spiegel, contre paiement de plusieurs millions d'euros. Hypobank a réalisé une campagne publicitaire complète dans Spiegel sous le slogan Live, nous nous occupons des détails. Afin de ne pas nuire publiquement au Dr Bott, je n'ai pas rendu cela public à l'époque, mais j'en ai seulement informé quelques collègues, juristes et autres avocats en qui j'avais confiance. Parce que nous avons tous compris que le système judiciaire allemand était entièrement corrompu, au moins dans les domaines clés, nous, à savoir un collègue de Brême et moi-même, a finalement porté certaines de ces affaires devant la Cour de justice européenne. Là, après une audition absolument équitable et très motivante, les consommateurs ont obtenu des décisions révolutionnaires en leur faveur et contre les banques. Cependant, le BGH, sous la direction des 2 juges corrompus, a refusé d'appliquer cette décision. En fait, il a encore resserré sa jurisprudence en faveur des banques en contournant la loi. Bien que j'ai également réussi à publier un article très détaillé sur ce scandale judiciaire dans le Zeit. Le contrôle du Sénat bancaire de la Cour fédérale de justice par les banques avait tellement progressé qu'il n'a rien changé malgré l'indignation du public. Sauf que le président du Sénat des banques de la Cour fédérale de justice est toujours considéré comme une marionnette docile des banques. Mais peut-être s'agit-il aussi de quelque chose qui ressemble à une justice poétique, c'est-à-dire égaliser la justice. Dans ce contexte politiquement, juridiquement et médiatiquement tendu, de plus en plus d'audiences judiciaires ont eu lieu, au cours desquelles des mots toujours plus durs et toujours plus clairs ont été utilisés pour négocier et lutter pour la justice. La décision la plus importante concernant ces commentaires sur la liberté d'opinion et d'information dans le contexte de la lutte pour la justice, vient de la Cour d'appel de Berlin, Wortwerf 76, 171, 193, Müller NJW 2009, 3746, 3748, qui s'en remet à son tour à la Cour constitutionnelle. L'affaire portée devant la Cour d'appel de Berlin concernait une procédure pénale contre un avocat berlinois. En tant que représentant de l'investisseur dans une affaire civile, appelée affaire de financement de biens indésirables, il avait fait les commentaires suivants dans une requête en récusation. Il devient clair ici au plus tard que les juges déboutés ne sont pas des juges objectivement impartiaux au moment cour d'appel, mais simplement une sorte de force auxiliaire du plaignant, la banque, note du sous-signé. On a toujours dit des personnes autorisées à représenter le plaignant que, grâce à leur implication dans la vie politique de Berlin, elles sont capables de réaliser des choses qu'aucun cabinet d'avocats ne peut réaliser. Bien que le collègue ait été initialement reconnu coupable d'infraction pénale pour cette déclaration faite dans une affaire civile, un Sénat du tribunal de Berlin travaillant très soigneusement à qu'il l'a acquitté et a déclaré, en outre, il est reconnu que dans la lutte pour la justice. Une partie à la procédure peut également utiliser des expressions fortes et énergiques et des mots frappants comme « arme professionnelle » pour souligner sa position juridique, même si elle aurait pu formuler sa position différemment, voire GRFJU 1991, 2074, 2075, Bayob GNSTZRR 2002, 40, 41, OLG AMNSTZRR 2006, 7, 8, Sénat 5 V 1997.
485, 486. Un avocat peut donc également avancer des déclarations déshonorantes et des hypothèses qui renforcent son opinion juridique. Même si les déclarations contiennent même d'ailleurs l'accusation d'infraction pénale, par ex. Entrave à la justice, il est reconnu que le critique peut en principe même exprimer son appréciation pénale des événements sous la forme d'un avis juridique personnel, même si celui-ci ne résiste pas à une appréciation objective. Le KG Berlin, qui a dû examiner les déclarations de l'avocat en vertu du droit pénal, a précisé qu'il s'agissait d'expressions d'opinion autorisées aux fins de poursuites judiciaires, c'est-à-dire dans la lutte pour la justice. Dans les motifs de son jugement, il aborde de manière exemplaire et différenciée le caractère particulièrement explosif des poursuites contre les biens indésirables, qui ont déclenché une indignation massive de l'opinion publique, et explique pourquoi des déclarations diffamatoires visant à poursuivre les investisseurs lésés pourraient bien être appropriées, dans ce contexte. Il est significatif que le litige de droit civil concernait les conséquences d'un projet de construction raté dans lequel, outre des questions spécifiques de droit de l'insolvabilité, l'allégation était significative selon laquelle les sociétés de conseil prétendument frauduleuses responsables de l'effondrement financier ultérieur étaient économiquement liées à la banque de financement. Cette constellation, que la majorité des profanes considèrent comme manifestement positive, mais que les tribunaux ont largement rejetée, a occupé les tribunaux de manière extrêmement étendue et intensive. Il s'agit d'un problème d'importance économique largement débattu avec au moins 300 000 transactions, immobilier indésirables, financement du logement organisé par des shakedowns, confère. BGH NJW 2002, 2336, qui, en raison de ce qui était perçu par une partie de la littérature spécialisée ainsi que par le grand public comme un harcèlement unilatéral en faveur des banques, a quelque peu changé depuis lors, CF BGH Z168, 1, BGH NJW 2006. 1957, suivant la jurisprudence prédominante des juridictions supérieures, CF uniquement BGH NJW 2000, 2353, NJW 2000, 2270, NJW 2000, 2268, OLG colonne vers R 2002, 990, respectivement avec loin. Ensuite, et les conséquences sociales désastreuses ont provoqué les réactions les plus violentes depuis des années. Le choix des mots était combatif, exagéré et en partie insultant. Résistance organisée formée en réseau contre ainsi qu'une défense organisée par les banques contre cette jurisprudence maintes fois contrecarrée par la Commission européenne. Cour de justice, voire uniquement CJCE-ZIP 2005, 1959, NJW 2002, 281, Hoffman ZIP 2005, 1985. Les juges qui les défendaient, contre tribunaux conviviaux, comme les tribunaux régionaux supérieurs de Bamberg et de Karlsruhe, et ceux qui s'en prennent aux législateurs, il faut mettre fin à l'ombre d'une jurisprudence favorable aux consommateurs, citée par BGH NJW 2002, 2336. Les lois sur la protection des consommateurs sont des pollutions pétrolières de droit privé en référence à Otto von Gierck avait découvert en 1889 qu'il manquait une « goutte d'huile socialiste » dans le projet de loi civile allemande. Code, voir Bajrot dans Festschrift für Schimanski, Schutzwordem Protection sociale. P. 279, 281, ainsi que ceux qui plaident en faveur de la partie concernée, Egon Schneider, Karlsruher Weisswach ZAP 2003, 577, Globuurdikeitskris des BGH ZAP 2003, 841, les lecteurs réagissent à cela. Un tourisme de conférence basé sur les intérêts des juges du BGH, qu'il y a une objection aux juges itinérants. Qu'ils soient payés et qu'ils ne fassent pas le travail pour lequel ils sont payés, Nacho. Inschneider ZAP 2003, 841, Der Spiegel, l'ami le plus fiable des banques, cité par Derlede, Sublime Judicature, KJ 2009, 3, 4, Derlede lui-même, le Sénat du droit bancaire sous la direction de Nob comme une sorte de parrain. Phase d'ignorance répressive, manque de respect de certains juges envers les lois applicables, KJ 2009, 3, 7, le Sénat du droit bancaire s'est révélé être une sorte de coacteur de la production de risques capitalistes financiers, KJ 2009, 3, 24, confère. Également Nassal NJW 2008, 3354, a utilisé des expressions fortes et blessantes pour dénoncer les actions des partis adverses, qu'il jugeait scandaleux, dans une question d'importance politique en raison de ses conséquences sociales.
La jurisprudence citée a également contribué à l'insolvabilité privée en cause dans la présente procédure en raison de l'échéance de la totalité du prêt en cas d'annulation ou de résiliation, cf. le DKJ 2009, 3, 12. Dutch, Verbrecherschutz NBGH, NJW 2003, 2881, résumait la situation de façon presque lyrique, dans l'atmosphère raréfiée de la Cour fédérale de justice, les plaintes des pauvres escroquaient les personnes. En conclusion, le tribunal déclare, le défendeur devait pouvoir se défendre contre l'adoption routinière de cette jurisprudence du BGH par les tribunaux berlinois avec des mots et des comparaisons tout aussi puissants. C'est la même chose ici. Dr Rainer Füllmich, 20 septembre 2024 page 29 de 29 statut 20 septembre 2024.